Lundi 7 octobre 2024, bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, nous irons à la rencontre du peuple Ngan, peuple minoritaire, très peu connu, vivant à Mbayakro, au centre-est de la Côte d'Ivoire, qui a pour langue le Yakuba, le Wan et le Malinké. Et puis hors de nos frontières, il y a un an, jour pour jour, Israël subissait l'attaque la plus meurtrière de son histoire. S'en est suivie une nouvelle guerre dans la bande de Gaza. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Vivant dans le département de Mbayakro, précisément dans la sous-préfecture de Banguera, les Nguins sont un peuple minoritaire très peu connu. Ils ont une langue atypique qui regroupe le Yakuba, le Wan et le Malinké. Avec Théodore Zouzou, Kader Bachil et Maïssa Kougueye, allons à la rencontre de ce peuple-là. Sur ce marché de Banguera, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Mbayakro, région de Lifou, cet homme de Dieu évangélise en langue locale Nguin, puis en baouli. Un choix bien justifié. Il y a des gens ici qui sont baoulés, il y en a aussi qui sont Nguin. Donc je prêche en français un peu, je prêche un peu en baoulé, et puis je change à Nguin. Il y a des Nguin qui comprennent baoulé, il y en a aussi qui ne comprennent pas. Ici, parler Nguin permet de mieux se faire comprendre par les autres. Le Nguin est perçu comme une mosaïque de langue locale. C'est un peu mélangé, il y a baoulé, il y a djoula, bon, il y a un peu tout dedans. Il y a guéré, il y a un peu tout dedans en tout cas. Moi-même je ne comprends pas, mais il y a un mot dedans que je comprends. C'est normal, plus qu'un Nguin, nous on ne comprend pas Nguin. Donc quand lui il prêche en baoulé, là ça nous permet aussi de comprendre ce qu'il veut dire. Quand il prêche en français aussi, ça nous permet aussi de comprendre ce qu'on veut dire. C'est cette langue locale qui est parlée par ces anciens sous l'arbre à palabres. Une langue parlée dans 21 villages et un campement. Ensemble, ils constituent les deux tribus Nguin, un peuple pourtant très mal connu. On est connu sur le nom Nguin, sinon nous sommes Bey. La langue que nous parlons, c'est le Bey, communément appelé Nguin. La réalité, c'est le Yakuba. Dans le Bey, on y trouve le Yakuba, le Gouro, les Mona, les Mouan, les Yoré, etc. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Si on fait un enfant aujourd'hui, si c'est garçon, on va l'appeler Yao. Si c'est fille, c'est Aya. C'est la même chose que sur les baoulés. D'où vient donc l'usage des mots tirés des autres langues locales qui forment ce dialecte? Nous sommes du Mandé Sud. Nos aïeux vivaient ensemble avec les Yakuba. C'est-à-dire que ce sont nos frères. Nous étions au Mandé Sud, le peuple s'appelait Waya. L'Ouest, ça dit ouais. C'est une grande famille. Les pères étaient mariés à deux femmes. Ces deux femmes ont eu des histoires et puis il y a eu décès. C'est devenu une guerre. Bon, cette guerre a fait que les gens se sont dispersés. Bon, ces groupes qui se trouvent dans le département de Mbayakro aujourd'hui sont partis vers le sud. On est parti par le Togo, ainsi de suite, et puis on est arrivé ici. Les Baoulés, ils sont venus nous trouver, et puis à force de se côtoyer, on a parlé un peu, et puis on a mélangé. Ce peuple travailleur est à majorité cultivateur. Il est l'acteur de l'essor de l'ancienne boucle du cacao. Nous, on était grands cultivateurs de cola dans cette région. Donc, les Mandés là, c'est nos commerçants. Avant, on fait cacao, mais maintenant, il n'y a pas cacao. C'est le café et anacal. Et puis, on fait ça. Bon, et puis, on fait le maïs encore. Avant même, c'était cola. Bon, maintenant, il n'y a plus cola. Nguin ne peut pas rester sans travail. Voilà pourquoi on fait un peu. Anacarde, café, maïs, arachide, on fait un peu. On est devenu comme les gula, maintenant on prend le cabato et puis les riz. Sinon avant vraiment c'était l'igname. Les Mbègnes Nguin sont un peuple guerrier, aujourd'hui très islamisé. Les vendredis, ils affluent vers la grande mosquée de Banguera, vêtus de leurs plus beaux habits pour glorifier Dieu. On était animistes, mais nous sommes islamisés, donc nous sommes musulmans.
à peu près à 90%. On a été colonisé par les gens de Congo. Les anciens ou les plus âgés parlent presque tous le baoulé, la langue de leurs voisins. Nos voisins qui sont venus nous trouver et qu'on les a pris comme nos interprètes, on a essayé de parler les langues et puis prendre leurs noms. Sinon, typiquement, on avait nos noms. Les Ngués avaient les Trémali, les Kossia, il y a Épini, il y a Kangan, et ainsi de suite. Le peuple Nguin ou Mbeigne a abandonné sa culture liée à l'usage des masques lors des cérémonies festives. Aujourd'hui, ce sont plutôt des danses au style de la Djoss en pays baoulé qui impactent leur style de vie. Quand on est arrivé, les danses de résistance, on les faisait comme les Yakoubala. Il y a des danses de fétiches, tout ça on les faisait. On s'habillait même normalement même comme eux. Même accouplement, on a tout abandonné. La religion ne nous permet pas de faire ce genre de trucs. Ce petit peuple, à l'image de son chef-lieu de sous-préfecture, est non seulement méconnu, mais enclavé. Il vit dans une véritable léthargie, ce qui oblige son sous-préfet à vivre à Mbayakro. Il plaide pour une amélioration des voiries à Bonguira et celle qui les relie aux autres villages répartis entre Mbayakro et Prikro. La circonscription a d'énormes problèmes d'eau potable. Il y a également le réseau routier qui empire, qui se dégrade avec les eaux de ruissellement dues aux pluies souvent diluviennes. Et l'absence de logement fait qu'on a du mal à vraiment loger décemment les fonctionnaires qui vivent dans la circonscription, notamment les enseignants. Cela fait aujourd'hui 16 ans que la sous-préfecture et la résidence se trouvent à Mbayakro. Vous avez vu les panneaux tourner, le bureau qui a certes commencé, un marché public malheureusement n'a pu être achevé. Et pour cela, nous en appelons toujours à nos supérieurs pour que une solution soit trouvée. L'hôpital, on n'a pas d'ambulance et l'évacuation des malades est souvent un sérieux problème. J'appelle au rassemblement des cadres, j'appelle également à la cohésion, la bonne cohésion sociale des fils d'abord du village, associée à celle des cadres qui prennent en main le destin de leur cité. Les Nguins sont un peuple qui fait partie du canton Adji-Abé du département de Mbayakro. Bien qu'ils aient une langue où se retrouvent des expressions et mots de plusieurs autres langues locales de Côte d'Ivoire, c'est un peuple unique à part entière. Et dans un autre registre, le 4 octobre est dédié à la célébration de la Journée nationale des aveugles et des malvoyants. Elle a aussi pour vocation d'aider ces personnes en situation de handicap à sortir de leur isolement. Cette journée a pour objectif de sensibiliser surtout le grand public sur la condition actuelle des déficients visuels. Le compte-rendu d'Aïcha Guiri et Noussangaré sur cette célébration. Institut national des aveugles, Ayopougon, Nicole, malvoyante, est spécialisée dans la décoration et la fabrication des porte-clés. Ce jour, elle nous conduit à la salle de production de ces gadgets. À l'âge de 10 ans, j'ai été opérée des yeux du glaucome. Et le médecin m'a dit que tôt ou tard, j'allais perdre la vue. Au CM2, ça commençait à baisser, je n'arrivais plus à lire et autres. Donc, on m'a dit de rester à la maison. Ma maman travaillait dans une école, elle a appris des petites bricoles et donc je lui demandais de m'apprendre et c'est ainsi qu'elle m'a appris. Son handicap ne l'empêche pas de créer des modèles. Nicole a sa perception des couleurs pour produire des colliers variés. J'ai vu jusqu'à l'âge de 15 ans, donc j'ai une idée des couleurs. Je mets certains éléments dans des sachets et que j'attache différemment, de sorte à pouvoir les reconnaître. Il y a tellement d'opportunités, tellement de choses à faire. Seulement, il faut se lever, se dire que rien n'est fini.
Elle rencontre parfois des difficultés dans l'exercice de ce métier devenu sa passion. Le premier problème du non-voyant, c'est le déplacement. Et les routes même sont un peu restreintes et les gens sur les côtés qui vendent et tout, vraiment. Il y a des gens qui nous aident en tout cas. Je leur dis merci. Quand on est handicapé, il faut affronter la vie. Il faut vivre la vie telle qu'elle est. Un tour au terrain de football du même établissement, l'Institut des aveugles de Yopougon. Youssouf et son collègue, malvoyants tous les deux aussi, sont des passionnés du ballon rond. C'est une journée de réjouissance pour nous, voilà, puisque cette journée est dédiée aux non-voyants, donc ça nous fait vraiment plaisir. Nous faisons beaucoup de choses, des matchs, des galas. Un peu plus loin, toujours dans la même commune de Yopougon, au quartier Maroc, Carrefour Tikenja, un kinésithérapeute particulier malvoyant, Anderson a ouvert son cabinet il y a de cela 7 ans déjà. Aujourd'hui, il reçoit en moyenne un peu plus de 20 patients par jour. La cécité ne m'a pas empêché d'apprendre. Nous avons perdu 2 yeux, mais Dieu a donné 10, les doigts. À travers la journée des personnes en situation de handicap, j'exhorte les autorités à venir en aide aux handicapés parce qu'ils font déjà beaucoup, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous voulons que nous subventionnons pour développer nos activités, pour pouvoir aider aussi à former d'autres frères non-voyants. Il a les doigts magiques, il est très bien. Et quand il connaît son travail, son métier, voilà, donc vraiment je suis content de lui, je suis très fier de ce qu'il fait. La Journée nationale des aveugles et des malvoyants est célébrée le 4 octobre par les Nations Unies. Une journée pour sensibiliser le grand public à avoir une attention particulière pour les déficients visuels. Devenu depuis quelques années une institution internationale, tous les 5 octobre, l'enseignant est célébré. À cette occasion, les mérites de celui-ci sont mis en exergue par l'UNESCO. Et pour ce faire, le REDICI a animé une conférence de presse le jeudi 3 octobre 2024 à Cocody. Les précisions de nos Sangaré. 5 octobre de tous les ans, c'est la date choisie par l'UNESCO pour reconnaître les mérites de ceux qui apportent le savoir aux apprenants à travers la Journée internationale de l'enseignant. Et cette célébration qui se fera à travers le monde n'échappe pas au réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, le REDICI. L'UNESCO a retenu comme thème pour cette Journée mondiale des enseignants 2024, valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Nous avons décidé de décentraliser ces célébrations-là. Depuis l'année dernière jusqu'à cette année encore, on organisera des cérémonies éclatées dans chaque zone. Pour cette 6e édition qui se veut éclatée sur toute l'étendue du territoire, pour plusieurs enseignantes, le choix du thème est instructif et encourageant pour la corporation. Je pense que le thème qui a été choisi par l'UNESCO est un thème qui vraiment touche la masse de la population. Chaque fois, nous portons nos voix, mais malheureusement, on ne nous entend pas. Donc, pour cette année, nous disons merci à l'UNESCO. Nos objectifs ont toujours été la valorisation du métier de l'enseignant, nous faire entendre. Donc, le thème de cette année est bien placé pour nous REDICiennes. Le REDICI, qui revendique à ce jour plus de 13 000 membres, travaille en étroite collaboration avec sa tutelle, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Hors de la Côte d'Ivoire, en Tunisie, l'annonce est tombée hier dimanche soir, juste après la fermeture des bureaux de vote. Le président sortant, Kaïs Saïd, est donné vainqueur avec plus de 89% des voix dans le premier tour de la présidentielle. Et selon un sondage d'un institut privé diffusé à la télévision nationale, un sondage qui a déjà des conséquences sur le terrain. Nous vous le disions en titre, il y a un an, jour pour jour, Israël subissait l'attaque la plus meurtrière de son histoire. S'en est suivi une nouvelle guerre dans la bande de Gaza, un embrasement en Cisjordanie occupée et une escalade inédite du conflit dans la région. Et puis nous terminons ce temps d'information par l'annonce du prix Nobel de médecine décerné ce lundi 7 octobre aux Américains Victor Ambros et Gary Rifkin pour les découvertes du micro-ARN, nouvelle classe de molécules ARN, minuscules jouant un rôle crucial dans la régulation de l'activité des gènes. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.